acceptance on both sides. Le statu quo, consolidé ainsi de jour en jour, sert donc avant tout les intérêts marocains. مقدسة يعني تعني بأن المغاربة منذ الاستقلال 56. Quand je dis que ce pays est sacré à nos yeux, je veux dire par là que nous avons fait de nombreux sacrifices depuis l'indépendance marocaine en 1956, sur un plan diplomatique, aussi bien que politique, ou par le biais de négociations. Il y a 20 ans, quand nous avons récupéré cette région, le Sahara occidental n'était que la partie d'un autre pays. Nous avons récupéré une partie de notre propre pays, une partie du Maroc. Ce constat était l'objectif même de la Marche verte, montrer aux Marocains qu'ils venaient de récupérer une partie de leur propre pays. Un événement d'importance nationale dans un pays jeune de 20 ans d'indépendance. Sur ordre du roi, la Marche verte s'arrête à la frontière du Sahara espagnol. Les consignes sont claires, attendre le départ des dernières troupes de l'occupant. Un monument rappelle aujourd'hui encore l'épopée de la Marche verte à ce même endroit. Les hommes qui viennent ici pour prier Allah et le roi ne sont pourtant pas tous des Marocains. Ces hommes sont des Sahraouis, des royalistes qui viennent avec leurs troupeaux sur les pâturages de cette terre historique et qui ne manquent jamais de s'arrêter devant le monument pour une courte prière. Parmi eux, le cheikh Ali Ould Saïd, doyen de sa tribu, il est aussi un Marocain convaincu. C'est à cause du référendum que je suis allé pour la première fois dans les camps de réfugiés de l'autre côté. Nous avons rencontré de nombreux proches, nos frères et sœurs. La situation là-bas est mauvaise, très mauvaise. Le cheikh a du mal aujourd'hui à comprendre pourquoi ses proches continuent à vivre dans les camps. Que ce soit bien clair, tant qu'il y aura des Marocains, ni les Algériens, ni les Mauritaniens, ni d'autres étrangers ne pourront envahir ce pays. Pour les Marocains sahraouis, par contre, les portes sont ouvertes. Notre maître, le roi, les a amnistiés. Personne ne devrait donc gâcher ses forces, ni les journalistes, ni les Nations Unies. Le Sahara occidental est marocain. Le message du cheikh est clair. Avec ou sans Nations Unies, un changement de la situation politique n'est plus acceptable. Les casques bleus sont tolérés tant qu'ils peuvent garantir la stabilité. Cette condition remplie, ils pourront effectuer leur patrouille, contrôler ou entretenir de bonnes relations avec les Bédouins. C'est tout. Comme ici, les officiers de la mission de l'ONU sont les bienvenus sous les tentes des nomades. Après la cérémonie du thé, le patriarche est toujours prêt à discuter, que ce soit de son bétail, des réserves en eau potable ou de sa résidence secondaire en ville. Normalement, nous habitons en ville, à Smara. Vous avez de la famille de l'autre côté? Oui, ils vivent pour la plupart de l'autre côté, mais nous n'en parlons pas souvent. Toute votre famille vit ici, à l'extérieur? Non, une partie seulement. C'est à cause de la grand-mère surtout. Elle doit quitter la ville à cause des migraines qu'elle a là-bas. Pour les casques bleus, ces contacts avec la population locale sont devenus une partie essentielle de leur mission. Seul avantage pour les Bédouins, tant que l'ONU est présente ici, les armes se taisent. L'avenir politique des observateurs de l'ONU est incertain, même pour le responsable de la mission qui se réfugie derrière des impressions personnelles. Le plus important à mes yeux est de développer notre sympathie pour la population. Je n'ai aucun doute quant à ma propre amitié à l'égard des gens des deux côtés.
Sans cette rencontre mutuelle au niveau de la chimie relationnelle, il serait extrêmement difficile de répondre aux exigences de notre mission. Je me sens très engagé sur un plan personnel. Je suis très touché aussi par les conséquences de la guerre. Il suffit de voir les enfants dans les camps de réfugiés pour avoir envie de tout mettre en œuvre pour leur garantir la possibilité d'un avenir serein. En dépit des moyens mis en œuvre par l'ONU pour atteindre cet objectif, la mission des casques bleus risque d'échouer. Le respect du cessez-le-feu est le résultat de 6 années de travail qui ont coûté près de 150 millions de dollars à la communauté internationale. Mais ce cessez-le-feu reste précaire, le conflit peut à tout moment renaître de ses cendres. Dans un instant, la suite de notre reportage sur le Sahara occidental. Bonne soirée sur Arte et à demain. Dans un instant, reportage partira sur les traces du 7,5, suivre le destin de 120 000 Sahraouis oubliés au milieu du désert. Voici Pepe Carvalho, privé musclé, ex-agent espagnol de la CIA et surtout mâle et aimant ça. Cela dit, jouons franco. Notre Coco préférerait ce portrait-ci. Fin gastronome, amateur du beau et surtout amant idéaliste au doigté pragmatique. Bref, vous aurez l'embarras du choix. La télé espagnole présente Pepe et son papa Vasquez Montalban mardi à 21h45 sur Arte. Arte vous présente maintenant un flash signé la 5e. Il faut fuir pour faire justice. Je jure de ne pas mourir avant que ces gredins n'aient payé. Mathias Sandorf, l'aristocrate rebelle imaginé par Jules Verne dans une réalisation de Jean-Pierre Decour. Ça fait 15 ans que je vous cherche, Silas Torontal. Qui êtes-vous? Intrigue austro-hongroise. Mathias Sandorf, du lundi au vendredi, 16h sur la 5e. Vit-on ou survit-on dans les camps de réfugiés sahraouis en plein Sahara? Reportage enquête maintenant. Journée commémorative de la naissance d'un État. Créée il y a 21 ans, la République arabe sahraoui n'existe aujourd'hui encore que sur le papier. La communauté européenne aide les réfugiés à vivre dans le désert, mais aucun État européen n'entretient de relations diplomatiques avec les Sahraouis. Ce matin-là, la nation sahraoui tout entière défile devant son président. Nous sommes à la fin de l'hiver et déjà les températures matinales dépassent 30 degrés à l'ombre. Le vent de nord-est souffle depuis plusieurs jours.
Le sable s'introduit par la moindre fente dans les tentes et maisons en torchis, mais les Sahraouis en ont l'habitude. Chassés de leur pays, ils vivent ici depuis 21 ans. Réduit à l'impuissance par l'occupant espagnol, le mouvement de libération sahraoui, le Front Polisario, a fondé tous ses espoirs sur le départ de la puissance coloniale. Mais très vite, les Marocains s'emparent du Sahara occidental. Une partie de la population sahraoui s'installe alors dans les camps de réfugiés du désert algérien pour créer un État provisoire, la République arabe sahraoui démocratique. Pour assurer la sécurité du Sahara annexé, le Maroc construit un mur à travers le pays. Les réfugiés se retrouvent isolés dans le désert, dépendant pour leur survie des seules aides humanitaires internationales. Une jeune femme sahraoui s'est proposée de nous montrer la vie dans les camps de réfugiés. Née à El Aoun, dans le Sahara occidental, Nayat Hamdi a fui son pays avec ses parents à l'âge de 5 ans. Après une scolarité dans les camps, elle part au collège en Algérie, où elle apprend le métier d'institutrice. Si Nayat a choisi de continuer ses études en Allemagne il y a 4 ans, elle ne manque pas de revenir ici tous les ans pour voir ses parents, ses frères, sœurs et amis. Elle leur parle de ce pays étranger dans lequel elle vit et elle tente de retrouver le fil de la vie quotidienne. Quelle est l'ambiance dans les camps? Ses amis se sont-elles mariés? Ses parents lui parlent de l'époque antérieure à leur fuite. Ils n'ont jamais oublié les événements qui ont suivi le départ des Espagnols. Les Espagnols étaient d'une telle arrogance. C'était indescriptible. À cette époque déjà, certains des nôtres étaient déterminés à libérer leur pays. Les Marocains savent parfaitement bien ce que nous avons vécu, combien de prisonniers nous avons faits et combien d'armes nous leur avons prises. Tous, les Marocains aussi bien que les Espagnols, savent de quoi nous sommes capables. Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que nous ayons récupéré notre pays, que cela leur plaise ou non. Le père de Nayat évoque les dernières décennies de sa vie avec un mélange de fierté et d'amertume. Sa fille aînée, elle, a choisi de vivre à l'étranger. Pourquoi est-ce qu'une jeune femme sahraoui choisit de vivre en Allemagne? Je suis partie en Allemagne pour faire des études. Je vis depuis quelques années en Allemagne, mais j'espère bien pouvoir aider les miens plus tard avec ce que j'apprends là-bas. Votre cas est-il exceptionnel ou est-ce que d'autres jeunes partent à l'étranger? C'est assez fréquent ici parce qu'on ne peut pas faire des études dans les camps de réfugiés. On ne peut pas suivre de formation ou faire des études ici. Nous sommes donc obligés de partir à l'étranger si nous voulons étudier, du moins ceux qui ont la chance d'obtenir une bourse, parce que nous n'avons pas assez d'argent pour ça. Nos parents ne pourraient pas financer nos études. La pire détresse dans les camps relève du passé. Pendant les premières années, les réfugiés n'avaient ni salle de classe, ni même simple tableau noir. Aujourd'hui, chaque école dispose de livres scolaires et l'enseignement est assuré par des instituteurs formés. De la première à la 5e année, ils restent ici dans les camps avec leurs parents. À partir de la 6e année, ils vont dans un internat et à partir de la 7e, ils peuvent aller en Algérie, en Espagne ou dans d'autres pays. Dans les livres scolaires algériens, les enfants découvrent des vaches, des forêts et des papillons. Autant de merveilles qu'ils ne verront jamais dans la vie quotidienne des camps. Pourtant, les Sahraouis sont fiers de leur réussite. Ils peuvent offrir une vraie scolarité à leurs enfants, meilleure que celle qu'ils ont eue sous le régime espagnol. 120 000 personnes vivent aujourd'hui encore dans les 4 camps sahraouis. Leur principal souci, par sécheresse extrême et 50 degrés à l'ombre, l'eau.